Bon, je reprends. Si tu lis le mot bateau en anglais, boat, eh bien, tu vois que le B est à ta gauche, comme bâbord, et le T est à ta droite, comme tribord. Mais là, tu utilises ta droite pour le B et ta gauche pour le T. C'est parce que ceux qui verront la vidéo liront boat de ma droite vers ma gauche. L'avant du bateau est derrière moi ici. Ah. Mais du coup, c'est la droite ou c'est la gauche tribord? Bon, laisse tomber. Dans tribord, il y a I comme dans droite, et dans bâbord, il y a A comme dans gauche. Bah voilà, ça c'est simple. Mais alors c'est quoi l'intérêt de dire que gauche c'est bâbord et que droite c'est tribord? Oh putain, ça va être long. Aujourd'hui, nous allons parler de la ligne de file, déploiement tactique classique des batailles maritimes de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle. On ouvre ici une série de 3 vidéos pour balayer ces principes, voir comment la dépasser et en profiter pour faire un petit point technique sur les combats navals de l'époque. Et pour cela, nous allons commencer par la ligne, ses manœuvres et ses approches en fonction du vent. Et nous allons utiliser la bataille du Port Mahon ou de Minorque. En 1756, elle oppose les Français aux Britanniques un peu avant la guerre de 7 ans, dont nous avons déjà parlé. Pour rappel, le conflit qui éclate en Europe en août 1756 opposait déjà les Français et les Britanniques depuis 2 ans au Canada. Cette opposition larvée se ressent sur le plan maritime dès 1755 quand la Navy cherche à intercepter des renforts français. Ces opérations, menées sans déclaration de guerre, tendent les Français qui dénoncent des actes de piraterie. Dès lors, le gouvernement français décide de réagir et monte une opération punitive contre la présence de la Navy en Méditerranée. À l'époque, la Grande-Bretagne tient Gibraltar et Minorque. De par sa proximité avec le port militaire de Toulon, les Français décident de viser Minorque, prise d'autant plus intéressante qu'elle a une valeur diplomatique aux yeux de l'Espagne que la France veut à ses côtés pour la guerre à venir. L'intervention est pensée avec l'avantage de la surprise et de fait elle a lieu en mai 1756, soit 3 mois avant la déclaration officielle du conflit. La préparation est minutieuse, rassemblant 12 000 hommes, de quoi les transporter, 12 navires de ligne et 3 frégates. L'arrivée de cette flotte est une surprise totale, qui permet aux Français de débarquer sans aucune menace le 18 avril. Ils assiègent immédiatement le port Mahon. Malheureusement, 5 vaisseaux anglais parviennent à s'enfuir et vont prévenir la flotte de Gibraltar. Le 8 mai, cette dernière, forte de 13 vaisseaux de ligne et de 4 frégates, s'élance vers Minorque. Les Français les repèrent et préparent leur flotte au combat. Et là, c'est l'instant grande leçon théorique où il va nous falloir définir un ensemble de termes. Nous sommes alors en plein âge d'or du navire de ligne. Ces bateaux sont à plusieurs ponts sur lesquels sont superposés des canons. Grâce aux sabords, petites fenêtres ne s'ouvrant que pour permettre le tir du canon associé, l'étanchéité est assurée hors combat. Mais de fait, si le navire de ligne a une puissance de feu considérable, celle-ci se concentre sur les flancs. Aussi, pour pouvoir tirer le meilleur parti, il faut présenter son flanc à l'adversaire qui fait de même avec vous. Et pour maximiser la puissance de feu d'une flotte, la ligne s'impose comme une norme indépassable. L'enjeu devient alors double. Tenir sa ligne, en coordination avec le reste de sa flotte, et garder la maîtrise du vent. Jouer sur l'angle entre les voiles et le vent. Il faut alors quelques termes techniques. Quand le vent vient de l'arrière du vaisseau, on parle de vent arrière, qui n'est pas la position la plus efficace, les différentes rangées de voiles coupant le vent aux rangées suivantes. Si le vent vient de 3/4, c'est le grand largue. À 45 degrés, c'est la position optimale pour la vitesse. Quand il est perpendiculaire au vaisseau, on parle de vent de travers ou vent largue. Si cette position peut apporter une certaine vitesse, elle a le défaut de créer du roulis, c'est-à-dire une oscillation du bateau sur son axe arrière-avant. Et ce roulis est à proscrire lors des combats, handicapant véritablement les artilleurs. Si le vent est aux 3/4 avant, on navigue au plus près. La difficulté et le danger résident dans la nécessité à tenir l'angle et à ne surtout pas tomber dans le vent debout, c'est-à-dire vent de face, où toute allure est impossible,
et d'où il faut s'extraire par étapes en louvoyant, c'est-à-dire en zigzagant autour de l'axe du vent pour augmenter sa vitesse progressivement. Bien entendu, les bateaux, en fonction de leur taille, de leur voile ou de leur manœuvrabilité, ont une certaine largeur d'angle par rapport aux différentes allures. On voit tout de suite qu'avec ce peu de concepts, on a des principes qui font de la ligne une formation très rigide. Et cela ne s'améliore pas quand on rajoute la position relative au vent et à la ligne adverse, qui définit à elle seule une part de la philosophie du combat. Supposons deux lignes, même direction vers le nord, et un vent sud-est. Les deux lignes ont donc le vent grand largue tribord. La ligne rouge, à l'est, est la première à recevoir le vent. On dit alors qu'elle est au vent, et ses avantages tendent à faire de sa position une position offensive. En effet, pour cette flotte, se rapprocher de l'adversaire lui permet de conserver son allure, tandis que s'en éloigner la rapproche du vent de travers avec son roulis. Elle a donc plus de difficultés à rompre le combat, mais à la main pour le rendre plus intense. De plus, le vent envoie la fumée des tirs sur l'adversaire. Enfin, le vent incline légèrement sur bâbord la ligne rouge, facilitant le tir à la coque, caractéristique d'une attitude offensive qui vise la destruction de l'adversaire. La flotte bleue, elle, est dite sous le vent. A l'inverse de précédemment, une flotte sous le vent a plus de facilité à rompre le combat qu'à le poursuivre. Le vent la penchant également sur bâbord, le flanc présenté à l'adversaire tire légèrement vers le haut. Il est donc plus prompt à démater, détruire les mâts et voilures de l'adversaire, objectif défensif visant le ralentissement voire l'immobilisation partielle de la flotte adverse. Cette seule nuance suffit, Grossièrement, à définir la différence d'attitude entre Français et Britanniques durant les batailles navales du XVIIIe siècle. professionnels plus nombreux et agressifs, les Britanniques préfèrent être au vent pour viser la coque et maximiser les pertes de l'adversaire. Les Français, en revanche, souvent en infériorité technique et numérique, préfèrent être sous le vent pour démater et minimiser leurs propres pertes. Et après plus de 60 ans d'emploi de ce système tactique, on en arrive même à une certaine entente entre les adversaires, renforcée par les dangers de la mer qui poussent à une certaine mansuétude. Fort de ces concepts, il est temps pour nous de parler de la bataille. Avec des bateaux plus lourds, les Britanniques menés par Byng alignent 836 canons contre 796 pour les Français, commandés par la Galissonnière. Les deux escadres se font face le 19 mai dans la brume et le 20 mai au matin. Si les Français sont à l'origine au vent, la Galissonnière préfère jouer la montre, et le vent tourne au sud-ouest, plaçant l'escadre britannique au vent. Byng ordonne alors à sa flotte de virer de bord pour suivre la direction française et engager le combat. Nous sommes donc dans la configuration très classique. Français sous le vent, Britanniques au vent. Ici, il faut bien comprendre que l'objectif de la Galissonnière, c'est d'empêcher les Britanniques d'aller renforcer Minorque. Il n'a donc aucun intérêt à se montrer offensif. Le combat se déroule quasiment en 1 contre 1, enchaînant les canonnades. Mais le dématage français atteint son objectif sur le HMS Intrepid, qui perd son mât de misaine. Il commence alors à sérieusement ralentir, forçant les 3 vaisseaux suivants à virer de bord pour l'éviter. Ordre est donné au vaisseau de queue d'aller remplacer sa position pour fermer la ligne. Ici, les Britanniques sont mal engagés, leur ligne est coupée et leur formation désorganisée. Si les Français pourraient percer, ils s'en gardent, étant sous le vent et conservant leur volonté défensive. L'avant-garde française a souffert mais tenu. À la fin de près de 3 heures de combat, les Britanniques virent au sud. La Galissonnière pense un temps à la poursuite, mais son avant-garde n'est pas en état. Pendant quelques jours, les deux flottes vont s'observer tout en faisant des réparations. Mais si les dégâts sont faibles, Byng a un sacré dilemme stratégique. S'il a pour mission de secourir Minorque, sa flotte est la seule défense de Gibraltar, et comme les Français ont déjà mis pied sur l'île, l'engager trop loin serait un risque inconsidéré. Byng se replie donc et abandonne de fait l'île aux Français. Minorque se rend le 29 juin. Quoi? T'as l'air déçu. C'est tout. On a appris toute cette technique pour un simple échange de boulets et 2 amiraux sans élan. Quoi ça? Mais faut prendre en compte les réalités de l'époque. Si une bataille navale emploie très peu d'hommes, c'est un investissement financier énorme, ce qui fait des amiraux des personnalités très facilement punies pour un excès de zèle. Je comprends pas, les généraux ont le même problème. C'est incomparable. Pour te donner une idée, dans cet engagement qui est pourtant très limité, chaque amiral a pour lui près de 800 canons, là où les plus grandes armées européennes dépassaient difficilement 250 canons. Oui, bon, mais tu les perds pas tous d'un coup.
Oui, enfin ça se perd par paquet de 60 à 100 canons quand même. Et ajoute-y les 3000 à 4000 chaînes nécessaires à la construction d'un navire de ligne. Soit une forêt de 10 hectares en haute densité. Ah oui, quand même. Dis-toi qu'il y avait des forêts exclusivement gérées et exploitées pour ce besoin. Donc oui, une flotte, c'est un investissement énorme, qui justifie de fait un fort contrôle sur les amiraux. Je comprends mieux, oui. En fait, il suffit de regarder comment la Galissonière et Byng sont traités après cette bataille. Le français est accueilli en héros couvert de gloire pour n'avoir fait que protéger les opérations de Minorque. Et Byng a eu droit à un conseil de guerre. Avec les défaites du début du conflit, il se retrouve au milieu d'un fort besoin de bouc émissaire. L'affaire est montée en épingle. On lui reproche un manque de combativité. Et après un jugement assez ubuesque, il est finalement mis à mort, ce qui va considérablement marquer les officiers britanniques. Par la suite, ces derniers se montreront beaucoup plus agressifs pour éviter d'avoir le même destin que Byng. Ainsi, cette bataille, aussi limitée qu'elle soit, nous permet de comprendre deux citations de l'époque. Une du comte de Maurepas. Savez-vous ce qu'est un combat naval? On manœuvre, on tire des coups de canon, puis chacune des deux armées se retire, et la mer n'en reste pas moins salée. Qui souligne toute la faiblesse de bien des engagements navals de l'époque, bien trop craintifs d'engager de si forts investissements que sont les navires de ligne. Et une de Voltaire dans Candide. Dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. Au vu de l'effet de la mort de Byng sur la Navy pour la suite de la guerre de 7 ans, on peut dire que, paradoxalement, Minorque est un coup de fouet salutaire pour cette flotte, aux grandes dames des Français. Reste que la ligne est un sacré blocage tactique. Pour en sortir, il va falloir innover, et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée.